Leverkusen-Inter, on parlera du Bayern ensuite. Mukiele donne la victoire à Leverkusen. Alors, l'Inter fait partie de la meilleure équipe italienne avec l'Atalanta ces temps-ci. Ils sont 3e de Serie A avec un match en moins. Donc Leverkusen gagne. Est-ce que c'est mérité, Polo? Sur l'ensemble de la rencontre, oui. Mais c'est-à-dire que Leverkusen commence à se faire son petit palmarès européen. Quand je dis ça, c'est que faudrait vraiment que je vérifie dans les anciennes années où Leverkusen peut se taper et le Milan et l'Inter, quoi. Ce soir, c'était intéressant, même s'il y a, je pense pas, l'équipe type du côté de l'Inter, mais du côté de Leverkusen, il y a des blessés aussi, donc ça fait partie un peu de l'eau quotidien. Ils sont deuxième de la Ligue des Champions, mine de rien, Leverkusen. Ils sont deuxième pour l'instant. En fait, ils se sont offerts ce soir l'opportunité ou la possibilité peut-être de finir dans le top 8. Globalement, la rencontre est maîtrisée par Leverkusen. Toujours pareil, les difficultés pour finir. Le match aurait pu être fou si Tella et sa reprise à la 3e minute s'écrase pas sur la barre, quoi. Ça aurait peut-être fait un match complètement fou. C'était presque un match un peu à l'italienne ou à l'ancienne où voilà, il y a un faux rythme côté italien, je trouvais. Leverkusen tourne autour, etc. Alors les statistiques, c'est typique. C'est le genre de rencontre où tu as l'impression que Leverkusen est largement au-dessus, mais en fait, parce qu'il y a les statistiques, parce qu'ils ont toujours le ballon, etc. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose que ça. Mais la bonne chose quand même, c'est qu'il y a un Florian Wirtz qui est toujours à son niveau et que tu lui donnes le ballon, il se passe toujours quelque chose avec lui. Et la deuxième chose quand même, c'est qu'ils sont allés chercher la victoire à la 90e minute. Et ça, ça fait du bien pour un club de Leverkusen qui, de mon point de vue, est toujours assez loin de son niveau de l'année dernière quand même. Johan, concernant l'Inter? Match entre la catastrophe et le honteux. Alors évidemment, il faut prendre en perspective avec la fameuse liste de courses, où si on te dit avant le début de la compétition... Oui, ils sont toujours dans les 8. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on te dit avant le début de la compétition qu'avec un match à Manchester City, la réception d'Arsenal et un déplacement à Leverkusen, tu perdras qu'un de ces 3 matchs-là, bon, tu signes tout de suite. Ils sont toujours bien placés, il n'y a pas de souci. Mais le match que je vois ce soir est indigne d'un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Parce que tu as fait l'Inter des années 60. Parce que Herrera n'est plus là. Parce que tu as une équipe qui a joué pour gagner. Et tu en as une qui a joué pour faire match nul. Et ça ne va pas au niveau de l'état d'esprit. Ça ne va pas au niveau de la stratégie de jeu. Moi, quand j'entends Yann Sommer dire « nous aussi, on a eu des occasions », j'ai envie de dire « ah bon, lesquelles ?» Inzaghi disait « on n'a clairement pas fait notre meilleur match ». Ah oui, merci, on l'a vu. Ça fait partie de la stratégie de cette nouvelle formule, hein, de faire du turnover à non plus finir. Moi, j'ai toujours pas de match référence de l'Inter en Ligue des Champions. Parce que... Alors qu'ils sont dans le top 5 pour l'instant, c'est ça qui est fou dans ce que tu dis. Ouais. Mais pour moi, un match référence, c'est faire demi-temps. Et pour le moment, je ne l'ai toujours pas. Ils ont joué aujourd'hui à Leverkusen comme ils ont joué à City et comme ils ont joué la deuxième mi-temps contre Arsenal. Ils sont 4e aujourd'hui avec 13 points. Exactement, en défendant le cul par terre dans ta surface. Et quand les matchs à élimination directe vont arriver, et ben ce type de stratégie sportive ne payera pas. Parce qu'aujourd'hui, ça ne paye plus. Donc, moi, je veux bien le bouton on-off. On verra s'ils en sont capables. Mais c'est bien de gérer, évidemment. Il faut gérer les joueurs, les temps de jeu. Il n'y a pas de souci. Mais il va falloir commencer à se créer aussi des références en Ligue des Champions cette saison. Parce qu'on n'en a pas. Et ce que je vois est très, très, très insuffisant. Donc, s'ils gagnent contre la Lazio lundi, tout le monde dira « ah, bravo, génial. » Ouais, génial, ok. On verra comment seront les 2 derniers matchs contre le Sparta Prague et l'AS Monaco. Il y a encore largement de quoi terminer dans les... Ils ont surtout de prendre, honnêtement, ils peuvent prendre 6 points sur les 2 derniers matchs. Hein. Ouais, ils peuvent et aussi donc terminer avec 19 points et être top 8. Hein. Alors, il y a un joueur dans ce match que vous connaissez bien tous les deux. C'est un des chouchous de Polo. C'est Marcus Thuram. Il a joué pour Leverkusen ce soir. Ah, maintenant que tu le revois, Polo, t'en dis quoi? Non, moi je dis rien parce que apparemment c'est le dieu en Italie, donc très bien. Mais en Ligue des Champions, non mais le pire c'est qu'on va penser. Il est pas vraiment dieu, quoi. Si tu veux, il est un peu. Mais c'est surtout que personne ne dit que c'est le dieu en Italie. Catégorie en dessous de dieu, c'était un saint. Non, mais parce qu'il y a eu un clash historique entre Polo et Flo Gautreau sur Marcus Thuram, rappelez-vous. C'était il y a 10 ans. C'était il y a quand même 10 ans. Non, moins que ça, quand même. Non. Mais le pire, c'est que j'aime bien Marcus Thuram. Franchement, quand il est encore en France, que Polo en parle et quand il commence à aller en Allemagne, donc à Mönchengladbach, donc. Ça ferait déjà il y a 10 ans. Alors, 10 ans, j'abuse, mais c'est peut-être 7-8 ans. Peut-être. Polo, c'est pas 7-8 ans quand il arrive à Bundesliga? Un peu moins. 2019 à Gladbach.
Ouais. Voilà, 2019. Non, dis donc, le temps passe pas assez vite pour Une moi. demi-décennie. 5 ans. Une demi-décennie, voilà. Bon, donc il n'a pas fait un grand match, quoi. Bah, en même Non, temps, il n'y a puis aucun faut joueur de qu'il- l'Inter qui a fait un bon match. Et en donc, Ligue des Champions, il a du mal. Il a du mal en Ligue des Champions. En Serie A, il est beaucoup mieux qu'en Ligue des Champions. Il n'est pas encore les niveaux international, tu vois, mais il faut dire la vérité. Bon, on a quand même 2 défaites pour les Italiens ce soir, Johan. Ouais, exactement. Premier qualifié, Liverpool, qui donc a 6 matchs, 6 victoires. Est-ce que tu as une idée de la façon dont Liverpool va gérer ces 2 matchs à venir, en sachant qu'il joue Lille le prochain? Donc c'est intéressant de savoir si... Bon, alors, le problème c'est que c'est dans un mois, parce que c'est les 2 dernières semaines de janvier, les prochaines journées de Ligue des Champions, là. Mais bon, on va rentrer là dans la zone un peu grise de cette compète, où on va voir comment vont se comporter les clubs qualifiés, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais alors, je pensais qu'il allait faire tourner aujourd'hui Arne Slot à Gérone contre Girona, et au final, pas du tout. Tu vois, donc je pense que maintenant qu'ils ont 6 victoires en 6 matchs, qu'ils sont déjà qualifiés, qu'ils ont été la meilleure équipe, même s'ils n'ont pas très bien joué aujourd'hui non plus, ils ont été la meilleure équipe dans cette première phase de Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il fera beaucoup tourner contre Lille. Je pense qu'il gardera une équipe assez compétitive. Il y aura peut-être un petit peu de rotation, forcément, mais j'attendais la rotation ce soir, en début de soirée, et elle n'a pas eu lieu. Et finalement, avec leur meilleure équipe, ils ont quand même été assez perturbés par une équipe de Girone qui a eu beaucoup d'occasions, notamment en seconde période, et ils s'en sortent sur un penalty donné par le Texier sur Van de Beek qui marche sur la chaussure de Gakpo, et ça fait penalty, et ça la marque, de Luis Diaz, pardon, et ça la marque. Mais c'était pas glorieux de la part de Liverpool, mais ça suffit pour gagner. Hein. Dur pour Jérôme, tu dis, Edgar? Non, dans le sens où la première période, ils font leur meilleure première période depuis le début de leur campagne de Ligue des Champions. C'est vrai que voilà, après ils prennent cette ouverture du score sur le penalty de Van de Beek où bon, c'est pas une énorme faute non plus, sans dire qu'il n'y a rien. C'est dur à encaisser quand on est une petite équipe entre guillemets à l'échelle de la Ligue des Champions et qu'on joue contre Liverpool. Après, je sais pas si tu as eu cette sensation-là aussi, Julien, mais il y a aucun moment où on a l'impression que Gérone pour autant va revenir dans le match, même si Liverpool fait pas un match énorme. J'ai pas cru que Gérone allait égaliser pour autant. Tu vois, il y avait quand même un monde Ils ont raté d'écart. leur chance en première période, c'est sûr que s'ils ouvrent le score, ça change un petit peu peut-être la physionomie du match. Mais après, ouais, c'est terminé. Le niveau de contrôle de cette équipe de Liverpool, même quand ils jouent pas bien, c'est quand même assez impressionnant. Il n'y avait pas McAllister aujourd'hui, il était suspendu. Et ça s'est ressenti un petit peu quand même. Mais ils sont tellement forts qu'ils gagnent même quand ils sont pas bons dans les rencontres. C'est assez impressionnant. T'étais plus habitué aux arbitres français parce que c'était Bastien l'arbitre, c'était pas le Texier. Ah, Bastien, pardon. Benoît Bastien. Pardon. Et l'excellent Benoît Millot était au VAR. Voilà, le meilleur. Et c'est lui qui l'appelle sur le penalty, d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que je le précisais. Dis-moi, point de règlement, je ne sais pas si vous avez la réponse, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce que quand tu es qualifié dans les 8, ce qui est le cas désormais de Liverpool assuré, est-ce que tu as un intérêt à finir tout en haut ou est-ce que c'est un tirage au sort intégral en 8e, quelle que soit ta place entre 1 et 8? Oui, tu as un intérêt. Alors je crois que c'est... Il n'y a pas d'intérêt entre le 1 et le 2, ça revient au même. Mais par contre, en fonction de ton classement, tu vas jouer un adversaire qui est plus ou moins bien classé parmi ceux qui sont passés dans les barrages. Et le seul avantage du 1 et 2, c'est que tu peux pas, le 1 et le 2 ne peuvent pas s'affronter avant la finale. Exactement. Parce que c'est comme au tennis en fait. Ce sera tête de série numéro 1 et 2. Et donc dans le tableau final. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est un tableau en mode Roland Garros après qu'on aura. Tout de suite. Donc tu sauras ton parcours en fait en gros. Et donc si tu es Liverpool, tu finis premier et disons le Real Madrid est deuxième, tu sais que tu pourras ne les jouer qu'en finale si tous les deux arrivent jusque-là, pas avant. Bon, après Rajus, elle est placée dans le tableau en fait, si j'ai tout suivi. Très bien. Donc ils ont quand même un intérêt à jouer contre Lille, Liverpool en l'occurrence. Voilà, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis financièrement aussi, c'est important. Ouais, ça va, ils sont déjà blindés. Non, mais quand même, Gilbert, tu gagnes un peu de sais bien, je rigole. Tu fais des victoires. Donc si tu finis en plus sur 8, c'est pas mal. Alors l'autre équipe un peu sensation, c'est Aston Villa quand même, qui est 3e ce soir de la Ligue des Champions, qui a gagné 3-2 à Leipzig. Julien, t'es surpris? Je suis surpris parce qu'ils sortent d'une très mauvaise... Ouais, ils ont très bien commencé la saison, notamment en Ligue des Champions, puisqu'ils battent notamment le Bayern à domicile avec le but fantastique de John Duran, qui a marqué encore un but fantastique aujourd'hui d'ailleurs contre Gulacsi et Leipzig. Ils ont eu une très mauvaise période où ils ont une victoire sur 8 matchs, toutes compétitions confondues. Là, c'est un petit peu mieux. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de réussite. Ils marquent le but vainqueur de Barclay. C'est une frappe déviée complètement qui prend tout le monde à contre-pied. Je pense pas qu'ils méritent de gagner. Ça mérite de finir en match nul cette rencontre-là parce qu'ils n'ont pas non plus été supérieurs à Leipzig. Mais ils s'en sortent et franchement, pour leur première participation en Ligue des Champions, déjà, leur première participation à ce niveau-là depuis
1982-83, je crois que c'était la dernière fois qu'il avait joué la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, après l'avoir gagnée. C'est assez incroyable que 40 ans après, ils arrivent à être 3e comme ça à 2 journées de la fin. Finir top 8, c'est l'objectif de toute façon pour éviter les 2 matchs des playoffs, des 32e de finale, donc des 16e de finale, pardon. Donc ouais, ils y vont. On a vu encore un bon coaching d'Emery. On a vu encore quelques limites défensives, notamment sur le but qu'Openda doit marquer à 2-2. La mauvaise passe de Pau Torres qu'il intercepte, il doit absolument marquer, il marque pas. Et puis après, ben voilà, il y a la frappe déviée de Barclay. Donc il y a des très bonnes choses dans ce qu'ils font. Sincèrement, le premier but, le mouvement de McGinn sur la remise de la tête de Watkins est magnifique. Mais tu sens encore qu'il y a quand même des limites parce que c'est une équipe de Leipzig qui, même si elle va mieux sur les 2 derniers matchs, est quand même pas foudre de guerre et ils leur ont quand même posé beaucoup de problèmes. Leipzig, Polo, qu'est-ce que tu veux en dire ? Alors, Julien a été très très gentil avec le club saxon parce que ce soir, il y a 2 classes d'écart entre Aston Villa et Leipzig. Que j'ai du mal à expliquer d'ailleurs quand je vois les effectifs, parce que Aston Villa a des beaux joueurs, c'est pas la question. Est-ce que c'est une grande équipe ? Moi, je comprends pas. Et Leipzig, avec son expérience, devrait savoir gérer ce genre de rencontre. C'est assez lamentable. En fait, on a l'impression qu'Aston Villa, dès qu'ils accéléraient, c'était fini pour Leipzig. Donc le cauchemar, il se finit, parce qu'officiellement, ils sont éliminés ce soir, 0/6 quand même. Alors, Polo, ouais. Excuse-moi de te couper, mais je voulais m'arrêter à quand tu dis ce soir c'est fini, parce que je trouve déjà assez marquant et ça mérite qu'on s'arrête juste là. Le RB Leipzig, il reste encore 2 journées et la première équipe officiellement complètement éliminée. On a vu, alors ça on le savait, ce que tu nous l'avais déjà dit précédemment, on a vu à quel point cette équipe de Salzbourg est faible, celle qui a joué contre le PSG ce soir, qui avait même été battue par Brest. Ouais. Il se passe quoi chez Red Bull en ce moment ? Bon, là, il y a une pseudo-excuse, évidemment, c'est cette fameuse liste de courses, parce que quand on regarde les équipes que rencontre Brest et ce qu'a rencontré Leipzig, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. L'équipe la plus faible, c'est le Celtic remporté par Leipzig, et encore, ils sont invaincus depuis 1 an à domicile. Ça n'excuse pas tout. Ce qui se passe, alors la question qui se passe, c'est une question qu'on avait posée dans l'after, je ne sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Est-ce que c'est une crise de Leipzig ou c'est une crise de la galaxie Red Bull ? Parce que Salzbourg, c'est assez lamentable en fait ce qui se passe aussi. Ah oui. Alors il y a plusieurs explications. Hein. L'Allemagne se pose la question si ce qu'on a inventé, entre guillemets, on va dire juste la galaxie Red Bull, c'est-à-dire ce football à courir comme un clébard pendant 90 minutes, n'est pas finalement dépassé aujourd'hui. Quand je vois différentes équipes européennes, leur façon de jouer, je pense à l'Atalanta, je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne réponse. Pour moi, pour Leipzig, c'est ce qui se passe cette année. Déjà, c'est un changement de génération avec des jeunes qui sont certes talentueux, mais quand tu as 19 ans, tu ne bats pas des équipes anglaises. Il y a un problème d'effectif, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire 6 mois à raison de matchs tous les 3-4 jours avec Openda et Sesko, aussi talentueux soit-il. Openda étant aussi sur courant alternatif, capable, comme ce soir, de faire une très belle rencontre, mais sinon de complètement rater ses matchs et d'être hors jeu 10 fois pendant 90 minutes. Il y a beaucoup de choses qui jouent comme ça. Il y a le cas de Marco Rose, je pense, dont pur produit, on va dire, Jürgen Klopp, pur produit cette façon de jouer, qui joue toujours en 4-2-2-2, avec aucune variabilité, aucune flexibilité dans ses joueurs. Et puis, il y a les blessés, ça a l'air de rien, mais ils ne peuvent pas remplacer ce soir, excepté Campbell, qui n'est plus forcément titulaire, qui rentre à la mi-temps. Il attend le dernier quart d'heure ou les 10 dernières minutes, parce qu'il ne peut pas changer à la différence de ce que fait Aston Villa. Et puis, Salzbourg, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que déjà il y a des problèmes d'organigramme depuis quelques années qui fait que c'est pour ça que Schröder, le directeur sportif de Leipzig, est parti faire une mission là-bas à Salzbourg pour voir ce qui se passe. Il y a aussi un problème de génération, ils sont moins bons que ce qu'il y a eu avant, il y a eu beaucoup de joueurs vendus. Et la troisième chose, c'est que l'actuel entraîneur, qui était l'ancien entraîneur, qui était le coach adjoint de Jürgen Klopp, a complètement perdu son équipe. Il y a beaucoup on va dire, de joueurs individualiste, où on nous a fait comprendre à Salzbourg il faut faire très attention parce que les agents s'amusent beaucoup avec la valorisation des joueurs. Donc tout ça fait que c'est peut-être un petit peu une crise de modèle, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai sortie hier dans l'after en faisant arriver Ruven Schröder. C'est ce qui sort dans la presse autrichienne, c'est pas en allant chercher un pompier qu'on arrête un incendie de forêt. Pas mal. Bon, cela dit, le New York Red Bull était en finale de la MLS. Tout va pas mal dans la galaxie. Ils ont perdu contre Los Angeles. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux, ouais. Et puis il y a le Paris FC. Oui. Ah oui, monsieur. On en reparlera.
On en reparlera en effet. Alors le Bayern, quand même, on n'a rien dit sur le Bayern, Polo, ouais. qui a joué à Gelsenkirchen contre Donetsk. Hein, donc, c'est scandaleux quand même. Oui, non, alors le Bayern, c'est pas compliqué. 5-1. Ils ont du mal. 5-1, ils n'étaient pas arrivés au départ. Le Shakhtar a marqué dès les premières minutes, puis ensuite ça a commencé à dérouler. Je vais m'arrêter parce que c'était un récital du Bayern ce soir qui, là aussi, jouait sans attaquant, puisqu'Harry Kane est blessé, sans Manuel Neuer qui sera absent pour toute l'année 2024, donc ça va, il n'y a plus que 2 matchs de Bundesliga. Et je vous conseille de regarder le dernier but d'Olysée, qui est quand même assez extraordinaire. Alors ok, c'est pas génial la défense du Shakhtar en Ligue des Champions, mais bon, il sait danser la Java, Olysée, donc c'est pas mal. Bravo Polo. Juste, il nous reste 2 matchs qu'on n'a pas évoqués. Le Sporting a encore perdu depuis qu'Amorim est parti. Et il a pris tout le mojo avec lui, Julien, en Angleterre. Mais le Sporting, ça va pas fort. C'est compliqué. C'est 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues, pour le Sporting de Joao Pereira qui a pris la suite, mais c'est pas vraiment la même suite. Et puis le Celtic, 0-0 à Zagreb. Je sais pas si tu veux dire un mot. On ne parle quasi jamais du Celtic Glasgow. C'était bien pourri. Bon. C'était bien pourri, mais ils n'ont qu'une défaite. L'humiliation à Dortmund. Et ils ont 9 points. Ils jouent les Young Boys, je crois, à domicile le prochain match avant d'aller à Aston Villa lors du dernier match. Ils sont 19e, ils sont mieux classés que Paris, par exemple. Ouais, c'est ça. Et tu finis au moins dans les playoffs, quoi. Donc, je pense que pour eux, ce sera une très belle victoire déjà de se qualifier pour le prochain tour. Alors, juste, Gilbert, excuse-moi, 5 secondes. Le scénario Stuttgart-PSG, malheur au vaincu, se précise de plus en plus à la dernière journée. Oui, Polo, je pense qu'on l'a anticipé depuis un petit moment, ce scénar-là. Ça dépendait des résultats. Ça dépendait des résultats. Ils jouent les Young Boys, ils vont l'emporter normalement à Bratislava qui sera déjà éliminé, et tout se jouera à la dernière journée, et tout dépend en fait du résultat contre City pour Paris, parce que si Paris s'incline ou fait match nul, il faut absolument qu'il l'emporte à Stuttgart en fonction des autres résultats. Bruges par exemple, c'était très important pour ce genre de classement, le Bruges Sporting, mais si Paris l'emporte contre City, il y a l'hypothèse que les 2 équipes soient à 10 points à la dernière journée et un match nul qualifie les 2 équipes.